Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Écoutez, pour comprendre, nous recommençons. Nous continuons à travailler sur ce sujet. C'est notre entrée aujourd'hui. Donc nous profitons pour dire bonne rentrée scolaire à tous nos enfants. De tout faire pour que demain, on soit un pays qui soit entièrement développé et au travail. L'avenir appartient à ceux qui sont actuellement dans le berceau. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour les sauver. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. David Zobda. Il est en tant que président de Martinique Transport, maire du Lamentin et conseiller exécutif de la CTM. C'est ça. M. David Zobda, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous font le plaisir de nous écouter. Alors, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, c'est très bien, surtout en ce moment de rentrée où les transports sont très importants. Aujourd'hui, on va transporter nos téléspectateurs. D'accord, très bien. C'est vous qui pilotez le bus. Je n'ai pas ce permis-là. J'ai le permis d'imaginer ce que peut être le transport ou l'organisation du transport. Mais je laisse à des gens plus compétents que moi la capacité de conduire et de diriger les bus. À propos du bus, j'ai vu que vous avez fait merveilleux investissement. Les bus articulés. Oui, on a changé complètement. On a pris l'option d'acheter des bus articulés. Tout simplement parce que les bus BHNS que nous avions ne nous satisfaisaient pas parce qu'ils tombaient en panne. Ils sont quasiment tous en panne. Et sur ces bus, il y a un véritable problème de batterie qui n'est toujours pas résolu, malgré la venue de tous les ingénieurs allemands fabriquant la batterie. On ne trouve pas la panne. Donc nous avons, et puis pour d'autres raisons qui sont liées à la facilité de conduite, à la puissance des moteurs, nous avons opté pour un bus articulé. On en a commandé 6. On va encore en commander d'autres. Ils sont beaux, hein? Ils sont très beaux, mais ils sont surtout extrêmement fonctionnels. Ils sont plus petits, mais ils ont la même capacité d'accueil en termes de passagers. Ils vont plus vite, ils montent les côtes plus facilement. Et chose qui n'est pas à négliger, ils sont réparables ici. Oui. Donc ça veut dire... Et puis, dernier argument de poids, celui-là, il coûte 2 fois moins cher que les BHNS. Donc ça veut dire que nous avions tout intérêt à choisir ces bus-là dès le début. On ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça, j'ai pris des coups sur ça. Hein. Oui, mais moi, je n'étais pas là, donc je vais éviter de donner un point de vue. Mais en tout cas, ces bus articulés-là donnent pleinement satisfaction et je pense que les citoyens qui l'utilisent tous les jours sont très contents et nous aussi. Les chauffeurs nous disent qu'ils sont satisfaits. Donc c'est un bon investissement. Voilà un bon investissement qui nous a coûté beaucoup. Et il y a un bon retour à investissement dans l'affaire. Il y a un très bon retour à investissement. Il fonctionne de manière très très correcte et on va poursuivre l'acquisition de bus articulés supplémentaires. Ça fait partie des investissements que fait Martinique Transport pour bonifier le transport public et pour le rendre fiable et performant. Petite affaire historique. Est-ce que vous savez ces premiers bus articulés, ils ont circulé à Cuba? Ah, mais c'est très bien, oui. On les appelait les camels. Oui. On accrochait un bus à un autre. Oui, tout à fait. Je les ai connus à Cuba, oui. Les Occidentaux l'ont modernisé en mettant le soufflet. Le soufflet. Mais bon, ce sont des techniques qui sont utilisées par ailleurs, que nous utilisons ici. Donc il nous faut trouver des techniques qui sont bien adaptées, à la fois à notre topographie, à la fois aux usages que nous avons, à la fois au climat. Donc il faut trouver ce qui convient parfaitement à la Martinique et c'est ce que nous faisons. Ça nous a coûté un peu cher de faire l'acquisition de ces bus articulés, mais néanmoins nous allons poursuivre, comme je le disais, on va continuer à équiper la flotte sur le TCSP de ces bus-là pour être complet. Alors, quand nous regardons avec le recul, les anciens, aujourd'hui on peut classer ces anciens, par rapport au monorail, si à l'époque ce monorail avait été accepté, on aurait été beaucoup plus loin. Probablement. Moins d'investissement en termes routiers. En termes routiers, peut-être, oui, beaucoup moins d'investissement, puisque le monorail reposerait 80 cm de base. 80 cm de base sur un pylône à différentes hauteurs en fonction du tracé que l'on aurait retenu. Mais je pense qu'il n'est pas très utile de revenir sur l'histoire. Mais il faut le rappeler quand même. On peut le rappeler, oui, on peut le rappeler. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Mais des choix ont été faits à l'époque et nous faisons avec ce que nous avons et nous essayons de moderniser.
Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de trouver un système de transport suffisamment fiable pour répondre aux attentes des Martiniquais. Nous n'en sommes pas encore tout à fait à ce point, puisque vous entendez, comme moi-même, des coups de gueule de manière régulière, parce qu'il nous faut trouver l'articulation entre le BHNS, le TCSP qui fonctionne bien, qui est un vrai succès. Et les BHNS sont quasiment toujours pleins. Les chiffres qu'on a sont assez extraordinaires en termes de fréquentation. Il nous faut, je le disais, des bus articulés supplémentaires pour réduire la durée d'attente entre chaque passage. Et puis, il nous faut trouver l'articulation entre les bus qui font les communes, les réseaux, et le TCSP. Et puis, le dernier point, c'est l'extension du TCSP, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Nous pensons à cette extension sur le nord Atlantique, le nord Caraïbes jusqu'à Chelcher, et puis ensuite sur le sud jusqu'à Céron. Mais le nord Atlantique, vous arrivez où? Sur le nord Atlantique, on a l'ambition d'arriver au Robert pour l'instant. Ok. Au Robert. Non, vous me rassurez. On va faire en deux tranches. La première tranche partira de Mao, fera un peu le tour du Lamentin par l'extérieur, donc en passant par Vieux-Pont, Foix-Chaud, Petit Manoir, etc. Reviendrait devant le centre commercial de Place d'Armes, remonterait vers les collèges, passerait devant le stade Georges Gratien, sur le rond-point de Mangovulsin, passerait en dessous de ce qu'on va faire, le passage supérieur, passerait donc en dessous de ce passage supérieur et irait rejoindre Bois-Thibault, en face de la brasserie Lorraine, où là aussi il y aura un pôle d'échange qui sera créé. Là. Ça, c'est le premier tronçon. Ce sera plus facile avec les bus articulés. Ça sera beaucoup plus facile. Ça sera le premier tronçon. Et le deuxième tronçon fera brasserie Lorraine vers le Robert. Mais là, il y a encore beaucoup de problématiques foncières qu'il nous faut régler avant de pouvoir mettre en œuvre cette deuxième phase. Pourquoi j'ai dit vous nous rassurez? Parce qu'arrivé Bac Trinité, le passage de la Mangrove, là... Oui, le passage de la Mangrove est délicat. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu délicates. On ne voulait pas empiéter sur la Mangrove et créer un itinéraire pour aller vers le sud en passant par là. Il fallait donc protéger ces espaces-là. Pareil, il y avait des projets de voies, de routes, de contournements, de ponts, etc. Bon, ce sont des choses que nous avons abandonnées parce qu'elles n'ont pas de sens du point de vue de l'environnement et du point de vue du rapport entre ce que l'on va faire et ce que ça va coûter. Il n'y avait aucun intérêt à faire des choses comme ça. Et pour la descente vers Sainte-Luce? Alors pour la descente vers Sainte-Luce, nous partirons de Carrère et nous allons donc longer sur la partie droite toute la zone de Pays Noyer. On va arriver à Champigny en passant un peu à côté de Ducos. Nous allons pointer un passage sous le passage supérieur, parce que là aussi, à Champigny, nous aurons un passage supérieur pour les véhicules, parce que le point de blocage de la circulation se trouve là. Et ensuite, nous aurons quelques ouvrages d'art à reprendre, les ponts et tout ça, du côté de Génipa, par exemple. La voie est trop étroite, il va falloir reprendre le gabarit du pont. Mais nous allons passer là, et il y aura un stop qui sera à Petit-Bourg. Et puis ensuite, nous allons passer sur l'extérieur de Rivière-Salée. Nous n'allons pas rentrer à Rivière-Salée. On verra, les discussions ne sont pas encore terminées, mais a priori on passerait sur l'extérieur et ensuite on arrivera à Céron pour faire la connexion avec Sainte-Luce. Comme ça on aura tous les gens de la campagne, de l'Épinay, tous ceux qui sont sur les hauteurs de Sainte-Luce, qui pourraient rejoindre très rapidement le TCSP, ceux de Sainte-Luce aussi. Et ceux du Diamant pourraient sortir du Diamant, s'arrêter à Céron et prendre le TCSP et d'arriver à Fort-de-France sans difficulté, ou au Lamentin. Parce que dès le départ, nous avions, avec Pierre-David à cette époque, demandé à ce que la RN5 ne passe pas là où elle passe actuellement, qu'elle passe dans l'itinéraire que vous pensez mettre en œuvre. Et bon, les faits sont têtus, les faits nous donnent raison. Aujourd'hui, avec l'élévation du niveau de la mer, d'ici quelques années, on parle la RN5 elle sera sous l'eau. Oui, probablement, d'ici quelques années, nous espérons que ça arrivera le plus tard possible, évidemment. À une seule condition. Mais nous voyons très bien que les phénomènes climatiques s'accélèrent et s'amplifient. Ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants. Donc ça veut dire qu'on arrive dans une situation où les perspectives qui étaient sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, il faut maintenant les revoir et les ramener. C'est assez inquiétant parce que toutes les zones, vous le savez bien, on en a déjà discuté toute ici. Toute la zone Caraïbes, là. Toute la zone... les îles. Oui, les îles, mais toute la face Caraïbe de notre pays. Je parlais de toute la zone entre Lamentin et Fort-de-France, l'aéroport, la ville de Fort-de-France elle-même, une partie du Lamentin.
Tout ça, ce sont des terres qui sont à moins de 50 cm, ou entre 1 mètre, entre 0 et 1 mètre. Les scientifiques peuvent voir 3 mètres tout le golfe du Mexique. Et ça veut dire que ce sont des zones qui seront probablement noyées. Donc, nous avons émis souvent cette critique positive, et faire en sorte qu'on puisse démarrer des travaux d'études pour faire une voie entre Anse-Darlé et Casse-Pilote, pour fermer la baie de Fort-de-France, pour protéger tout le secteur aéroport, port, EDF et autres, toute cette activité-là. Autrement, demain, toute cette zone sera sous l'eau. Bon, pour l'instant, nous n'entendons pas parler de cette étude. Non, mais cette étude viendra de toute façon, elle est obligatoire, mais elle viendra dans la mesure où nous sommes en train de retravailler le SAR, et il faut nécessairement que l'on prévoie dans le SAR les travaux de protection du littoral martiniquais. Oui, il faut qu'on prévoie les travaux de protection du littoral, qu'on prévoit aussi des zones de repliement des populations, des reconstructions de certains bourgs, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être impératives et inscrites dans le nouveau schéma d'aménagement régional, sans quoi on passera à côté de ce qui sera... Ils sont quand ce SAR? Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années. Moi, je suis arrivé, le SAR a 20 ans, ça fait 15, il a 25 ans, ça fait 15 ans qu'on doit le réviser. Moi, j'arrive et je prends le SAR, et je commence par la modification avec l'inclusion dans le SAR du zéro artificialisation nette des sols. Donc, on y arrive. On va modifier le SAR pour ça, et ensuite, on va le réformer avec de nouvelles études qui seront faites. Je pense que dans 2 ans et demi, nous aurons abouti sur les travaux de modernisation du SAR. Et pour conclure ce sujet, en espérant qu'on n'ait pas une vague de submersion lors de mauvais temps qui viennent entrer dans le bout de la montagne. Oui, évidemment, il faut espérer que le climat ne se dérègle pas au point d'avoir une vague immense. La dernière vague avait 30 mètres. Que nous n'ayons pas non plus de tsunami, ça peut arriver, on est sujet à des tsunamis. Bon, évidemment, quelle que soit la solution que l'on va adopter, de toute façon, elle n'aurait pas pu voir le jour l'année prochaine. Donc, il faut prier pour que nous n'ayons pas, là, dans les années qui viennent, un phénomène extrêmement puissant et grave. Mais en tout cas, ce sont des solutions qui sont des solutions très lourdes, techniquement et financièrement, et qu'il faut construire dans le temps. Par exemple, si on fait une digue entre Anse-Darlé et Casse-Pilote, il est très clair que ce sont des travaux d'Hercule. Nous sommes d'accord. Il faut du temps, il faut des moyens. Mais il faut surtout écouter pour comprendre ce qui se passe. Il faut écouter pour comprendre. C'est le titre de l'émission et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça. Moi, je suis favorable au dialogue et à la discussion. On n'aboutit à rien si on n'écoute pas les points de vue. Et en sagesse, on doit pouvoir choisir la meilleure solution possible. Mais chacun a une idée, chacun porte quelque chose. Il faut travailler ensemble, c'est ça. Nous avons émis l'idée, ça c'est inévitable. Les 25 communes autour de l'île, dans leur partie basse, seront sous l'eau. Il y a d'autres qui vont disparaître. Dans le sud, il y a des parties qui vont disparaître. Il y aura un réseau routier à reprendre entièrement. Il y a de grands travaux, réseau d'auto. Et nous, en termes fonciers, on s'est dit, la solution serait Saint-Pierre, Marais, en souterrain. Donc, il n'y a pas de problème foncier. On récupère les matériaux, faire les différentes digues. Simplement, arriver dans certaines zones, on fait les sorties pour pouvoir permettre aux véhicules d'irriguer l'île. Mais qu'on le veuille ou non, on est obligé de passer par ce passage. Saint-Pierre-Carbet, d'ici quelques temps, ce n'est plus possible de faire ce trajet. Donc, on a là des possibilités, à la condition première qu'on s'asseye ensemble, qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il faut réfléchir. Faire un réseau routier souterrain, c'est un peu complexe. Ça voudrait dire la technique, elle est bonne aujourd'hui. On vivrait, probablement, mais ça veut dire qu'on devient un peuple de personnes qui vivent en souterrain. Si, on va y arriver, forcément. On est obligé, forcément. Au Japon, ils sont en train de plus en plus d'enterrer les routes. Ailleurs aussi, mais où les mettre en aérien, oui, c'est le cas sur nous, non, avec le tremblement de terre. Oui, mais au Japon aussi. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait l'inverse. Non, ils ont encore des routes. Je vois la Chine de l'Ouest, le Japon. Ils ont encore des routes. Mais ils sont de plus en plus vers le souterrain. Mais ça dépend aussi de la population, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a un pays qui m'intéresse fortement, et j'ai bien envie de savoir comment ils font, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, ils ont 2 fois moins de surface que nous, mais tenez-vous bien, ils ont 5 millions d'habitants.
2 fois moins de surface que la Martinique, 5 millions d'habitants, et c'est un dragon économique. Ça veut dire qu'ils font partie des petits États puissants. Mais ils ont travaillé pour vous. Ils ont travaillé pour certainement, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous dis, ça m'intéresse de savoir sur quoi est basé le développement économique et comment vit la société indonésienne, quel est le régime qui fait fonctionner 5 millions de personnes sur 500 km². 5 millions de personnes sur 500 km². Donc c'est pas simple à organiser, je veux dire. Il faut loger tout le monde, il faut donner à boire. Mais ceux qui sont derrière, les dirigeants, ils ont une poigne. Probablement, sans quoi ça marche pas. Mais je dis pas que ce sont des modèles, Non. mais ce sont des expériences qu'il nous faut comprendre et tirer le meilleur de toutes ces expériences-là. Les petits pays insulaires ont des choses à nous dire. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est les plus forts du monde et qu'on va tout inventer. Il y a des choses qui existent, il y a des pays qui fonctionnent. Il faut prendre l'expérience là où elle est. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a des choses qui fonctionnent par ailleurs. Il faut les adapter à la situation locale et faire fonctionner. C'est le cas des travaux, c'est le cas de la protection des rivages, c'est le cas de la mode d'habitat, c'est le cas du développement économique, etc., etc. Il y a des expériences que l'on doit pouvoir modéliser et appliquer ici. Et surtout, comme nous disons régulièrement, remettre le Martiniquais au travail. Oui, mais ça, c'est fondamental. Mais là, il y a un problème en matière de travail. Ça, c'est fondamental. On a beaucoup de Martiniquais qui demandent un emploi. Ils ne demandent pas un travail. Ils ne demandent pas un travail. Ça, il faut qu'on modifie ça. Oui, il faut modifier ça. Mais je pense que les Martiniquais ont l'habitude du travail. Hein. On a beaucoup travaillé. Dans les siècles précédents, c'est un travail forcé, me diriez-vous. Mais ça a laissé quand même dans l'imaginaire et dans la tête des gens l'envie de travailler. Et nos parents, nos grands-parents avaient la culture du travail. Oui, ils partaient en sifflant. Hein. Oui, et puis ils ne supportaient pas que les gens ne travaillaient pas. C'était aussi le cas pour le travail scolaire. Ils ne supportaient pas que les enfants ne travaillaient pas à l'école. Vous êtes là pour travailler. Donc on a quand même cette habitude de travail. Je ne veux pas laisser perdurer l'idée que le Martiniquais est fainéant, ou n'a pas envie de travailler, ou il est entretenu, assisté en permanence, etc. Moi, je voudrais qu'on garde cette image du Martiniquais qui veut travailler dès lors qu'on lui crée les conditions correctes du travail, avoir une rémunération sérieuse, avoir un cadre d'emploi cohérent qui corresponde à ses aspirations et à son niveau de formation, et qu'on soit capable de lui montrer l'intérêt de son travail pour qu'il se lève le matin en disant j'ai envie d'y aller parce que ce que je fais a toute sa place dans l'organisation de la société martiniquaise. C'est ça l'enjeu, en vérité. On voit que vous êtes l'ancien conseil général. Oui, j'ai été au conseil général, oui. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à l'époque conseil général, le conseil général, l'époque, ne tremblait pas pour faire les mandatements. Non. Aujourd'hui, le monde du BTP, le monde socio-professionnel et autres, tremble simplement de ne pas voir arriver leurs factures. Oui, mais il y a des raisons objectives à ça. Je ne crois pas qu'il y ait un seul fonctionnaire de la collectivité territoriale de Martinique, ni un seul élu de la collectivité territoriale de Martinique qui refuse de payer une entreprise martiniquaise dès lors qu'elle a bien travaillé, ou qu'elle a travaillé tout simplement. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des circuits financiers qu'il faut revoir et raccourcir. Et puis, il faut aussi tenir compte de la situation financière de la collectivité territoriale qui n'est pas florissante. C'est le cas de le dire. Le relais a été pris de manière délicate avec des difficultés. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas faire de polémique politique. Mais en tout état de cause, il y a une vraie volonté de la part du président et de l'exécutif de pouvoir payer en temps et en heure toutes les entreprises martiniquaises. C'est une situation que je connais très bien, puisqu'au Lamentin, nous faisons le maximum pour que les entreprises soient payées le Lamentin très bien. A toujours fait son chèque. Nous payons depuis des années à 24 jours. Donc on est mieux que ce que prévoit la loi. Mais néanmoins, on vous dira que c'est parce qu'on a un mode de fonctionnement et des moyens. Vous avez de la recette. Et des recettes. Sauf que moi je le dis tout le temps en service, je n'engage jamais une entreprise si je n'ai pas au préalable les moyens de la payer. Jamais. Et le fait de payer l'entreprise fait que l'on respecte la signature du maire du Lamentin, quel qu'il soit. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'un élu politique ne vaut que par sa capacité à pouvoir gérer de manière correcte les deniers publics de sa ville au service de sa population et des entreprises qui travaillent pour lui. En tout cas, pour elle, pour cette ville. Donc, c'est pour moi un principe fondamental, respecter le travail d'autrui et payer le travail quand il est terminé.
Relancer la machine, ce n'est pas une chose évidente. Nous avons reçu tout dernièrement des HLM qui ont beaucoup d'argent et qui ne parviennent pas à pouvoir faire circuler cet argent. Nombreuses sont les entreprises qui sont les travaux, des marchés qui sont infructueux, les entreprises qui ne peuvent pas soumissionner par rapport au fait qu'ils soient à jour de la sécurité des impôts. Enfin, c'est très complexe. C'est très complexe, mais je pense qu'il y a évidemment de la part des sociétés HLM un effort qu'il faut poursuivre. Je ne dirais pas qu'ils ne le font pas, donc je dis qu'il faut poursuivre et qu'il faut orienter probablement vers une partie sur le logement neuf, mais pas que ça. Oui. Pas que ça, il y a tout un pan sur la rénovation qu'il faut entreprendre parce qu'on a un parc vieillissant et qu'il faut à tout prix rénover et remettre aux normes. Et puis, il y a aussi toute une série de logements vacants sur lesquels il faut... Alors là, ce n'est pas forcément les HLM, mais nous avons 14 000 logements vacants et on nous dit qu'il manque 10 000 logements. Donc, il y a une équation qu'il faut résoudre. Ça veut dire qu'il faut qu'on entreprenne des travaux sur ces logements-là et qu'on les mette à la disposition de ceux qui en ont besoin. Donc, il y a un vrai travail de défrichement. Le fait de pouvoir limiter la construction de bâtiments neufs peut nous permettre d'économiser un peu le foncier disponible. Même si nous avons encore de l'espace, puisque quand on fait... Et donc, vous avez été le premier bien sûr, à faire l'abandon manifeste. Exactement. On a fait l'abandon manifeste. On récupère du foncier sur le cœur de ville du Lamentin. Et au-delà de ça, nous avons, sur l'opération cœur de ville, nous avons créé ce qu'on appelle l'ORT. C'est une forme de contrat que l'on passe avec l'État par le biais de la CACEM et qui nous permet de concentrer sur un seul dispositif l'ensemble des dispositifs de financement des opérations de revitalisation des centres-villes. C'est très important parce que ça donne un pouvoir supplémentaire au maire qui peut intervenir sur son cœur de ville, y compris sur les locations, puisque dans l'ORT, il y a un dispositif qui va désormais nous permettre de réguler le fonctionnement des cœurs de ville, c'est le permis de louer. Ça veut dire que dans le cœur de ville, dans le périmètre qui sera dessiné, le maire aura l'autorité de dire oui, vous pouvez louer ou non, vous ne pouvez pas louer. Oui, vous pouvez louer à ceci ou à cela pour faire telle ou telle activité. Et c'est très important parce que on assiste aujourd'hui dans les cœurs de ville, notamment Fort-de-France et Lamentin, à l'installation de petits commerces qui deviennent des bars, ensuite qui deviennent des boîtes de nuit le soir, avec l'invasion de l'espace public, et du tapage nocturne, du trafic en tout genre, etc. Il faut que ça cesse. Et ces dispositifs-là peuvent donner la possibilité aux maires de pouvoir réglementer l'usage que l'on fait des locaux commerciaux du cœur de ville. Oui, avec ça, bien évidemment, vous avez aussi l'irrigation par le transport. Oui, il faut l'irrigation par le transport. Si on veut redynamiser, il faut créer de nouvelles activités en cœur de ville. Il ne s'agit pas de mettre des commerçants, c'est pas comme ça que ça va marcher. Les gens ne viennent que s'il y a quelque chose qui les attire. Et ils font des courses à côté, ils vont voir des commerçants parce que ça devient une activité presque complémentaire d'un cœur de ville qui vit. Pourquoi les cœurs de ville vivaient bien à l'époque? C'est parce que les gens y habitaient. Oui. Les gens y habitaient, l'hôpital était là. L'hôpital, c'était le moteur du cœur de ville. L'hôpital étant au centre-ville du Lamentin, c'était un hôpital où il y avait des malades, il y avait 800 personnes qui venaient les voir tous les jours, il y en avait autant qui travaillaient. Donc évidemment, ces personnes... il y avait une économie qui fonctionnait. Mais évidemment, quand l'hôpital est parti à Mangrovulsin, évidemment, ça a créé un vide et ça a créé une baisse de l'activité économique du cœur de ville qu'il faut relancer par un autre type d'activité qui va réattirer les gens sur le cœur de ville du Lamentin. Donc c'est tout l'objet de la réflexion. Mais sur cette surface de l'hôpital, vous avez un beau projet là. On a plusieurs projets. On a à peu près 5 hectares de disponibles. On a plusieurs projets, oui. Et ces projets seront de nature à... Un exemple de projet que nous avons, mis à part les locaux qui seront implantés pour garder l'idée de l'activité médicale, une plateforme médicale très importante, un pôle sur le traitement de la néphrologie, sur le dernier bâtiment, donc un étage qui sera consacré, et puis il y aura un étage sur la recherche en biotechnologie. Mais un peu avant, là où il y avait l'ancienne école maternelle, qui est juste à côté de l'entrée de l'hôpital, nous allons construire sur cet espace-là le musée des mémoires de la Mantinoise. Toutes les mémoires lamantinoises seront là, et nous allons ouvrir l'arrière pour accéder à la rue qui passe devant la médiathèque. Et nous allons créer, en rénovant la médiathèque et la maison de la culture, un quartier culturel
avec des animations, avec des choses à voir et à visiter. Et nous allons donc créer une véritable dynamique culturelle en cœur de ville. Et c'est comme ça que les gens viendront et vont faire fonctionner les commerces. Vous voyez, c'est un des moteurs que nous allons développer. Il y en a d'autres. Et donc, c'est tous ces moteurs-là qui sont liés aux besoins, aux attentes des gens que nous allons recréer en cœur de ville. Et ça va permettre aux commerçants de pouvoir retrouver une activité intéressante. Président, en matière de projet structurant, il y a un élément qui nous tient à cœur, c'est l'eau. Oui. Et là, par exemple, aujourd'hui, on m'apprend qu'il n'y a pas d'eau dans un quartier du COS. Hein. Bon, on est vers du COS. On connaît l'état du réseau, on connaît tout ça. En tant que membre en tant qu'exécutif, Oui. quelles sont vos intentions? Alors, les intentions sont multiples. D'abord, il faut avoir une véritable stratégie. Et la stratégie sera portée par l'autorité unique dans un premier temps. Vous savez, les gens disent est-ce que l'autorité unique sera la solution? Non, ce n'est pas la solution, c'est une étape de la solution. C'est bien ça. De même que les gens disent oui, mais on a créé Martinique Transport, autorité unique, mais il y a quand même des bus en panne. Je dis aux gens qu'il ne faut pas confondre les niveaux de responsabilité. En clair, il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Martinique Transport est une nécessité. Créer une seule autorité unique de transport sur la Martinique, mais ce n'est pas Martinique Transport qui est la cause de la panne du bus. Ce n'est pas parce qu'on a une autorité unique. On aurait eu 10 autorités uniques, le bus serait tombé en panne quand même. Donc il ne faut pas confondre les deux, contenant et contenu. Moi je dis qu'il faut évidemment une autorité unique de l'eau, si on veut vraiment résoudre le problème de l'eau. Et cette autorité unique, pour moi, c'est mon point de vue, elle aura une triple mission. D'abord, celle de pouvoir gérer l'ensemble de la ressource en eau. Et j'imagine que cette autorité unique sera en capacité à pouvoir maîtriser l'ensemble des usines de production d'eau et de pouvoir, dans un premier temps, sortir un prix unique de l'eau à la vente, avant distribution. La deuxième mission de cette autorité unique sera de toujours garantir la qualité de l'eau potable. La troisième mission serait de trouver le prix le plus bas possible, évidemment, pour que l'on ne soit pas dans ce qu'on connaît aujourd'hui, la surenchère des prix et la vie chère. Bon. Mais cette autorité unique sera pour moi, dans un premier temps, en capacité à pouvoir gérer l'ensemble des usines de production et sortir un seul prix de l'eau. J'imagine qu'on va laisser la distribution aux EPCI. Elles auront le choix entre une distribution publique ou privée. Et nous verrons ultérieurement s'il faut qu'on étende la responsabilité de cette entité unique à la distribution aussi. Mais ce n'est pas une priorité pour l'instant. La priorité pour l'instant, c'est de stabiliser la production d'eau et de garantir que les équilibres de distribution, de mise à disposition de volume d'eau soient équitablement servis entre le nord, le centre et le sud. C'est ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On arrive à avoir des opérateurs qui se disputent la ressource. Celui-là dit moi, j'ai mon eau, je la garde pour moi, je vous donne ce que je peux. L'autre dit mais j'ai besoin de ça, mais il ne me donne pas, donc je ne peux pas alimenter certains quartiers. Bref, il y a une espèce de cacophonie autour de la gestion de l'eau par les opérateurs. Et je pense qu'il faut mettre bon ordre à ça. Il faut une véritable autorité sur ça. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et puis ensuite, il faut garantir la ressource. Garantir la ressource, c'est quoi? C'est d'abord fiabiliser les outils de production d'eau. Nous avons une eau qui est abondante, c'est une eau de surface qui est abondante aujourd'hui. Peut-être que ça ne le sera pas demain, mais pour l'instant, elle est abondante. Utilisons-la. Cherchons d'autres sources. C'est le cas de le dire, d'approvisionnement en eau. On a parlé des eaux souterraines. Il y en a un certain nombre. Je ne suis pas, moi, favorable à l'utilisation intensive des eaux souterraines. Elles ne peuvent être qu'une source d'appoint. Si on a une grande difficulté, on peut utiliser l'eau souterraine. Surtout que nous avons des sources en eau souterraine dont les gisements sont renouvelables. Ce ne sont pas des puits dans lesquels c'est pas un réservoir. C'est pas un réservoir, c'est renouvelable. Donc c'est intéressant. Je ne suis, pour ma part, pas favorable à la désalinisation de l'eau de mer.
c'est beaucoup trop cher, ça coûte une fortune et le prix du mètre cube est multiplié par 100. Donc je suis plutôt favorable à la valorisation de ce qu'on a déjà et qui peut suffire. Ensuite, si on veut aboutir à tout ça, il faut vraiment qu'on soit capable de porter on parlait des entreprises tout à l'heure, qu'on soit capable de porter un véritable plan d'investissement pour sortir de cette idée que nous ne sommes pas capables d'utiliser les fonds qui sont disponibles pour bonifier le réseau de distribution. Aujourd'hui, nous avons un réseau qui fuit partout. Il y a des secteurs où on a 60% de pertes, d'autres secteurs où on a entre 40 et 50%. Bon, tout ça, c'est inadmissible. La loi prévoit qu'on ne doit pas dépasser 20%, 10% ou 20%. Donc, il faut qu'on se colle à la loi. Et rien ne nous empêche de nous coller à la loi. Les investissements, il faut considérer qu'il faut qu'on soit capable de faire 10 à 30 millions de travaux par an. Sur 10 ans, ça fait 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, c'est précisément ce qu'il faut faire. Donc il faut reprendre les réseaux de distribution pour que nous ayons le moins de pertes en ligne possible. Ça nous permet d'économiser la réservoir pour qu'ils soient en parasismique. Exactement. Il y a encore un travail considérable sur les réservoirs. Nous n'avons pas de réservoir parasismique. Le tremblement de terre en Haïti nous a montré qu'un réseau de distribution qui est foutu, eh ben c'est choléra, c'est toutes les épidémies qui vont se propager. Et en Haïti, on a observé que la moitié des morts n'était pas dû au tremblement de terre, mais aux conséquences du tremblement de terre avec la propagation de maladies. Donc, il faut évidemment que l'on fiabilise le réseau et qu'on trouve aussi des moyens, ça existe, hein, des tuyaux suffisamment souples pour résister au mouvement du sol. Nous avons beaucoup de mouvements. Ça existe. Tous les jours, il y a des micro-tremblements de terre en Martinique et il y a des tuyaux suffisamment souples pour permettre de suivre le mouvement. Voilà, de suivre le mouvement. Donc, on a sur l'eau on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut qu'on ait une autorité pour y aller et qu'on le fasse. En ce qui concerne, je dirais, la ressource, Président, gamin, vous avez fait des lequettes. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que les bassins naturels qui se trouvaient en rivière sont remplis d'alluvions. Aujourd'hui, on a toutes les technologies pour faire ce qu'il faut pour récupérer ces bassins-là. Et récupérer les matériaux qui sont dans ces bassins pour les mettre sur autre chose. Mais vous voyez, maintenant, c'est une volonté politique forte. Je voudrais vous dire, pas que. Je me souviens, j'étais 3e adjoint de Pierre Sabot, et nous avions entrepris de curer les rivières. L'État vous a attaqué. L'État nous a menacé de procès, nous a attaqués. Or, on se rend bien compte au Lamentin en particulier, on a fait beaucoup d'efforts. Vous êtes un peu lamantinois, vous savez bien que moi, quand j'étais gamin, quand il pleuvait, quand il y avait de grosses fortes pluies, l'eau arrivait jusqu'au pied du marché. Oui. Et c'était classique. Oui. Toute Place d'Armes était sous l'eau, Bas-Mission aussi. Bon, vous avez fait ce qu'il faut pour nettoyer. Voilà, on a fait des études hydrauliques et nous avons commencé à assurer l'écoulement des eaux. Maintenant, cette étude nous a montré que pour que ça fonctionne bien, il faut faire le curage régulier des rivières. Et nous en avons 2 en particulier sur lesquels nous travaillons. C'est le Longvilliers, qui passe juste derrière la mairie, là, quand on rentre par Mao, et la rivière, le canal Mamin, qui longe Place d'Armes. Oui. Sur ces 2 cours d'eau, nous voulons faire le curage. Parce qu'on sait très bien que ces eaux-là récupèrent toutes les eaux des morts environnants. Et ça descend à grande vitesse. Et si le curage n'est pas fait, l'eau remonte, évidemment. Nous avons été attaqués par la DEAL de l'époque qui nous disait mais non, vous n'avez pas le droit de curer, il faut laisser les matériaux, les alluvions dans la rivière. Ça participe à la vie de la rivière. Bon, nous avons quand même continué. Parce que... Courage politique. Ah oui, nous avons continué. Courage politique. Parce que quand on a des malheureux dans les maisons basses de Place d'Armes et qui ont de l'eau jusqu'à la hanche, il faut être capable de leur dire... Comme on a dans le centre commercial de l'eau pour les commerces voilà, il faut être capable de leur dire « tu es béred ». Et puis après, ils nous répondent « mais qui ça d'autre qu'a fait bah, nous ?» D'autant que l'État, qui hier faisait les dragages d'embouchure, a abandonné cette fonction. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est encore une histoire du pot de fer contre le pot de terre. Il y a une loi qui est sortie, que vous connaissez bien, c'est celle de la GEMAPI, ce qu'on appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des rivages, etc.
Tout ça, c'était la responsabilité de l'État. Le curage des rivières, la protection des berges, les littoraux, les embouchures, etc. Cette loi GEMAPI transfère cette responsabilité-là aux EPCI, donc aux communautés d'agglomération. Mais on reçoit cette loi-là, on l'applique. L'État nous dit, ben, écoutez, vous aurez une petite fiscalité qui va avec, il y a une taxe que l'on paye. Mais tenez-vous bien, cette taxe représente 3 millions d'euros pour la CACEM, 3 millions d'euros pour Lamentin, Fort-de-France, Schœlcher et Saint-Joseph. Le seul projet de mise aux normes de la rivière Madame à Fort-de-France est déjà bien plus que 3 millions. Donc imaginez la rivière Gondo au Lamentin, le Longvilliers, la rivière Lézardes, le canal Mamais, etc. au Lamentin. Qu'est-ce que je fais ? Sauf que la responsabilité, c'est nous qui la portons. Ça veut dire que si on ne fait pas le calibrage des cours d'eau, si on ne protège pas les berges, ça veut dire qu'on expose les riverains à des glissements de terrain ou à la perte de biens. Qui est-ce qu'on ira chercher ? Le maire. Voilà, ou le président de l'EPCI. Donc, et pareil, c'est le maire. Donc, voilà dans quelle situation on est, avec des moyens qui sont très insuffisants par rapport à la masse de choses qu'il faut faire, et on n'arrive pas à tout programmer. La rivière Madame qui s'ensable régulièrement à Schœlcher et qui crée des désordres en amont, mais il faut faire des travaux. Mais ça coûte 6 millions. Est-ce que vous croyez que c'est avec les 3 millions de taxes qu'on va y arriver ? Sûrement pas. Donc il faut évidemment réfléchir à nouveau à cette question GEMAPI. Et ça nous renvoie à des responsabilités que nous assumons sans avoir les moyens. La mise en œuvre, quand on dit quelquefois qu'on nous transfère des compétences et qu'on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre, donc on ne peut pas assumer cette responsabilité-là. On nous dit, ouais, mais ils ont tenu tout le pouvoir. Non, on n'a pas le pouvoir. On a le transfert de compétences, mais on n'a pas le pouvoir de faire. Pour avoir le pouvoir de faire, il faut avoir les moyens de l'action. Alors, autre moyen, et c'est le public qui nous écoute, le président, il nous écoute, il comprend. L'explication qui est donnée là, le citoyen, le téléspectateur qui entend ça, il sait ce qu'il faut faire. Et c'est à partir de là qu'il peut faire la pression qu'il faut sur l'État, donc le préfet. Oui, pour qu'il comprenne. Il libère ce qu'il Alors, a libéré. le préfet, je pense que le préfet comprend, mais ce sont des dispositions nationales qui sont répercutées. Oui, quand je dis préfet, c'est lui qui représente la nation. C'est ça. Bon, derrière, nos députés doivent faire ce qu'il avec faut. nos parlementaires, etc., pour changer les choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire évoluer les choses. Moi, j'ai jamais été contre la responsabilité locale, bien au contraire, je suis partisan de la responsabilité locale, mais cette responsabilité doit pouvoir se réaliser avec des moyens, avec des outils, et pour l'instant, on en est encore loin. Parce que la loi prévoit que la rivière appartient à l'État. Oui, le cours d'eau appartient à l'État. Les berges d'entretien des berges et compagnie, c'est Eh bien, voilà. le propriétaire. Et finalement, nous avons piégé la dirène de l'époque dans une émission radio en disant, attendez, l'embouchure de la Lézarde, c'est l'État. L'embouchure de la Lézarde, à gauche et à droite, domaine public maritime, donc l'État. Vous ne faites pas l'entretien, on fait comment ? Et voilà. Qu'est-ce que ça fait ? Mais quand l'eau arrive là, ça remonte. Ça remonte, c'est tout. C'est tout. Et qui est-ce qui en supporte les conséquences ? Ce sont les communes qui sont sous l'eau et qui doivent dépenser... Hier, on avait des blagues. Oui, mais je ne sais même plus s'il y en a encore une en Martinique. Non. Il n'y en a pas une à... Non, l'ADA, là, j'ai vu, ils ont vu, comme celui de Lamentin à Rivière-Salée. Oui, mais il n'y en a pas une qui intervient sur Grand-Rivière, parce que si le port de Grand-Rivière n'est pas dragué, il s'ensable. Hein. Oui. Il y a sûrement une drague là, parce qu'il y avait une entreprise qui avait une suceuse. Oui, le sabot qui intervenait, mais ça revient chaque année. Chaque année, ça coûte 800 000 euros, chaque année. L'entretien du port de Grand-Rivière. Et là, c'est un gros, vaste débat. Ça, c'est notre débat. Que nous avons lancé, qui va peut-être reprendre avec l'extension du port. Mais enfin, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais ce n'est pas des travaux qui manquent dans ce pays. Il y a des politiques publiques qu'il faut mener, à la fois sur les investissements, sur les travaux, mais tout aussi sur le champ social. Il y a énormément de chantiers qu'il faut ouvrir. Président, L300-2 du Code de l'urbanisme, la concertation. Malheureusement, c'est ce que nous entendons et que nous constatons sur le terrain. Vous ne nous consultez pas. Et pourtant, quand je dis vous nos dirigeants, les élus, vous ne faites pas arrêter. Et pourtant, on essaie de le faire. Vous savez, je porte l'extension du TCSP et sur le projet d'extension, on a déjà tenu 2 réunions importantes. Une à Schœlcher, où il y avait beaucoup de monde.
c'était passionné. Hein. Et puis une autre à Ducos, où là aussi il y avait beaucoup de monde, et c'était aussi très passionné. Et puis nous allons tenir une prochaine au Lamentin, pour la partie qui va vers, comme je vous l'ai expliqué, qui va vers Brasserie-Lorraine, et qui passe par l'arrière du bourg. Mais là, on recueille les avis, on discute, on entend les gens, on entend leur point de vue. Et on comprend bien la difficulté pour eux d'appréhender un projet comme celui-là en se disant, mais ça va changer quoi ? D'une part, si ça change, est-ce que ça sera un changement positif ou négatif sur ma qualité de vie, sur mon mode de déplacement, pour les Martiniquais? Donc les vraies questions sont posées quand même. Hein. Les débats sont intéressants. Un tango, ça se fait à deux. Oui, et on n'est pas tout seul à décider. S'il n'y a que le décideur. Oui, mais vous savez, la danse a ceci de particulier, c'est qu'on danse à deux, mais il y en a toujours un qui commande le mouvement. On le suit. Généralement, c'est l'homme. Généralement, c'est l'homme, oui. En montant les pieds, moi. Oui, mais enfin, d'autant que c'est pas compliqué. On se connaît tous. Oui. On se parle tous. Qu'est-ce que ça coûte à l'élu de dire, ok, j'ai écouté, moi comprendre, effectivement, là, il y a un problème. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Hein. Ce sont des choses qui doivent devenir une pratique aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'on a hérité d'un fonctionnement qui était un peu différent, où l'élu était celui qui, par définition, savait. D'une part. D'autre part, c'est celui qui détenait l'autorité. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les choses ont évolué. Aujourd'hui, dans la population, il y a des experts dans tous les domaines. Et puis les gens ont de plus en plus envie de participer à la décision les concernant. Et ça, c'est une chose qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, le Brésil a beaucoup expérimenté sur la démocratie participative avec Porto Alegre. Il en est un peu revenu, mais néanmoins, ça a laissé des traces. Et il faut aujourd'hui qu'on arrive à associer les populations dans les grands projets que l'on porte et leur exposer les projets avant la réalisation. Au Lamentin, par exemple, nous allons inaugurer très prochainement, je vais vous inviter, 2 maisons des projets. L'une qui sera à Calbassieu, une autre qui sera en face de l'ancien hôpital, où là, nous mettrons à disposition de tous les citoyens tous les projets que nous portons, les projets d'envergure. Hein, s'il s'agit de reprendre notre trottoir, c'est pas la peine. Mais tous les grands projets d'aménagement seront à la disposition des gens. Il y aura des techniciens qui seront là pour échanger avec eux sur les projets et on va recueillir l'avis de tout le monde. Et ça nous permettra peut-être de réorienter les projets. Alors ici, en Naï Blanc, vous étiez à la bonne école. Jusqu'à la preuve du contraire, quand on regarde l'histoire, les communistes ont toujours fait avancer. Oui, mais fort heureusement, et c'est très bien, ce sont des gens qui avaient un sens aigu de la responsabilité et qui avaient une démarche extrêmement rationnelle, presque scientifique. Et moi, je suis très très heureux de reprendre le relais après tous ceux qui m'ont précédé à la ville du Lamentin. Moi, c'est vraiment un honneur et un plaisir, la Mantinois que je suis, de pouvoir hériter de tout ça. Mais c'est aussi une responsabilité majeure que de pouvoir porter un nouveau visage pour la ville du Lamentin, pas le mien, mais le nouveau visage de l'aménagement de la ville, remettre la ville dans une dimension du futur. C'est pas chose simple, mais je dis que c'est exaltant. C'est vraiment exaltant. Et c'est pourquoi je dis toujours que le métier de maire, c'est peut-être, pas le métier, mais le mandat. C'est le métier noble. À mon avis, c'est le plus beau des mandats. Je l'ai déjà dit par ailleurs, mais vraiment, je le pense. Parce que c'est le mandat de la proximité. C'est celui où on rencontre les gens tous les jours, où on est au contact de toutes les difficultés. On devient presque un confident pour sa population. Et on intervient sur une échelle très large. On part du petit trou qui a bouché devant chez quelqu'un, du réconfort que l'on peut porter à un usager. Et en même temps, il faut qu'on ait en tête, on imagine sa ville pour dans 20 ans. Donc vous voyez, l'écart est grand, mais c'est ça qui fait la noblesse de cette fonction de maire. Et surtout, il faut qu'il écoute pour comprendre. Il faut beaucoup écouter. Quand on est maire, on écoute beaucoup. Parce que quand j'arrive le matin, j'ai quelques personnes qui m'attendent déjà à 7 heures devant mon bureau. Et il faut les recevoir sans rendez-vous, sans rien. Il faut les recevoir et les écouter, surtout. Président, ces derniers temps, on a beaucoup nagé sur l'eau. On ne pouvait même pas prendre de bateau, on partait à la nage. Est-ce que c'est réglé ce problème? Oui, ce problème est réglé. Ça fait partie des difficultés que nous avons connues sur le transport. Il y en a eu quelques-unes, ça nous permet de revenir sur le transport et c'est très bien. Nous avons, vous savez, on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur la modernisation du transport. On a lancé l'année dernière, souvenez-vous, le transport du Nord, qui n'existait pas, il faut le dire.
Nous l'avons organisé, structuré. Il est en connexion avec le pôle de Mao et le pôle de Fort-de-France. Donc le Nord Atlantique et Caraïbes a un réseau qui fonctionne. Il peut être encore amélioré, mais il fonctionne pour l'instant. Et je vous signale que vous pouvez prendre tout le Nord Atlantique et revenir jusqu'au Lamentin pour 2 euros. 2 euros. Donc c'est quand même assez considérable. Donc on a fait ça. On a fait aussi, là, cette année, on a renouvelé la délégation de service public du transport du Sud. Donc on a restructuré le transport sur le Sud, on l'a étoffé à nouveau, on est rentré dans un maillage beaucoup plus étroit, et on l'a fait. Il fonctionne. Nous avons aussi recentralisé l'ensemble du transport scolaire. Avant, c'était par zone. Maintenant, c'est Martinique Transport qui s'occupe de tout le transport scolaire sur la Martinique. Donc ça, on l'a fait. Et puis, on a lancé la délégation de service public maritime. C'est là où je vous rejoins sur votre question. Nous avons eu quelques difficultés qui étaient liées essentiellement non pas à la nouvelle délégation, mais à la clôture de la précédente. La clôture de la précédente s'était soldée il y a de cela 2 mois par un mouvement de grève pour les questions salariales, de sécurité, etc. Ça avait fait l'objet d'un protocole qui n'avait pas, pour des raisons X, je ne vais pas rentrer dans les détails, n'avait pas pu être respecté à fin juin. Donc les salariés s'étaient mis en grève. Il a fallu reprendre les négociations, rediscuter, faire le lien avec Blue Line, le nouveau délégataire du transport maritime. Ça a pris un peu de temps, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le transport maritime a démarré. Nous avons démarré sur les lignes vers Trois-Îlets. Aujourd'hui, nous lançons, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, nous avons lancé la ligne sur les Temps-Abricots et celle sur les Anses d'Arlet, et ensuite celle sur Casse-Pilote, ensuite celle sur Saint-Pierre. Donc nous avons toutes ces lignes-là qui vont démarrer progressivement. Il y a quand la gare du Calbassier. Et nous allons renouveler la flotte des bateaux, progressivement. Voilà, donc ce sont des choses qui avancent. La gare du Calbassier. C'est vieux, ça. Mais j'ai entendu parler de... Non, je pense qu'il n'y aura pas de gare maritime sur Calbassier. Je pense que ce ne sera pas utile. Nous allons mettre en place sur Mao d'autres types de transports pour multiplier les modalités de transport, le transport souple notamment. Et en lien avec la ville du Lamentin, nous aurons un transport... un transport de navette qui fera tout le Lamentin-Bourg, y compris Place d'Armes et tout ça, qui sera sur un véhicule électrique et qui sera... Oui, parce que Mao continent, là, c'est... Oui, Place d'Armes, c'est énorme. Il faut le faire, hein. Il faut le faire, oui. Et puis surtout, quelqu'un qui habite Place d'Armes et qui veut aller au marché, si elle n'a pas de voiture, elle ne peut pas y aller. Donc il faut permettre un système de transport de navettes électriques légères qui sillonnent comme ça les rues du Lamentin et qui ramènent vers les grands pôles. Et ça, c'est prévu. Oui, parce que le bourg du Lamentin, quand on sort de Mao pour aller à Place d'Armes, et oui. surtout quand il pleut. Quand il pleut, il faut monter la côte du marché, ensuite redescendre, passer devant l'ancien stade, redescendre de la Place d'Armes, faire le bout. Non, ça devient très long. Oui. Et je me mets... Alors, pour un jeune, ça va, mais pour quelqu'un d'un certain âge, ça devient très vite énorme à faire. C'est pourquoi nos aînés marchaient de Gaumont à Fort-de-France avec le trier sur la tête. Oui. Mais c'est fini cette époque. C'est terminé, je pense qu'il Le coup ne tient plus. Il faut proposer à nos Martiniquais des moyens plus modernes de mobilité. Et c'est ce que nous ferons. Mais en dehors de cette partie. Donc en dehors de ça, j'ai parlé tout à l'heure de l'extension du TCSP. Nous allons progressivement changer la flotte des bus, puisque vous savez que nous avions des bus qui... Et c'est d'ailleurs la cause de tous nos problèmes, c'est qu'on a des bus qui sont morts. Il faut le dire. Ce sont des bus à l'époque, nous avions été critiqués parce qu'on avait dit que ça allait servir de poulailler. Oui, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué par ailleurs, mais je pense qu'il faut le redire pour que les gens comprennent bien, les marchés avaient été passés pour 8 ans. Or, les bus ne durent pas plus de 6 ans en Martinique. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on fait le marché pour 8 ans, il y a 2 ans de difficultés. C'est les 2 ans que je suis président. Mais je vis ces difficultés-là parce que les bus sont morts, il n'y a pas de pièces détachées, on ne peut pas les réparer. Et quand on commande un bus, c'est 18 mois pour avoir un bus. Donc vous voyez, c'est extrêmement long. Nous subissons cette situation, mais sur les nouveaux marchés, nous allons raccourcir les délais, nous allons les ramener à 6 ans pour que les marchés soient calibrés sur la durée de vie des bus. Comme ça, quand on va passer à un autre marché, on partira sur des bus neufs, systématiquement. Vous voyez ? Donc ce sont des améliorations qui sont le fruit de l'expérience. C'est pourquoi je dis, je ne jette pas la faute sur qui que ce soit. Un réseau du transport se construit avec le temps. C'est l'expérience qui mène. Et il faut tirer parti de tout ce que l'on fait et
progressivement améliorée. On en est là. Aucun transport public dans le monde entier ne s'est fait du jour au lendemain. Aucun. Aucun. Oh, j'entends les Martiniquais qui nous comparent à Paris. Ils me disent, ouais, je suis à Paris, j'attends 2 minutes après, le bus est là. Oui, mais enfin, Paris, c'est Paris. Paris, c'est la plus grande ville touristique du monde. La France, c'est le pays le plus visité au monde. C'est une grande capitale mondiale. Je veux bien qu'on soit comparé à Paris, mais laissez-nous un peu de temps. Le temps de construire un réseau sérieux, fiable, performant. On va y arriver. Je suis convaincu qu'on va y arriver, mais ça se construit un peu avec le temps, malheureusement. Mais je crois que l'intelligence martiniquaise prévaudra et on y arrivera. Et en termes de stimulus, pour payer le bus, comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura des cartes d'abonnement? Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous pouvez sur M-Ticket, vous pouvez acheter M-Ticket sur votre téléphone portable, vous pouvez acheter les tickets de bus, vous pouvez acheter les tickets du TCSP sans difficulté. Vous allez sur le site de Martinique Transport, vous faites l'achat de tickets et nous allons renouveler toute la partie billettique du TCSP et du transport sur le centre. Tout ça, ça sera rénové parce que ça a été vandalisé, vous le savez bien. Vous avez réglé le problème, le beaucoup qui doit s'en payer? Oui, on essaie progressivement de le faire en mettant des contrôles réguliers. On a des contrôleurs qui font un travail formidable et qui passent dans les bus et dans le TCSP et qui contrôlent les gens. Mais ce travail sera encore renforcé avec la mise à disposition quand on va changer les distributeurs sur les gares, puisque ce seront des distributeurs qui seront pas infranchissables, mais on ne pourra pas les vandaliser, ils seront protégés, non vandales. Bon, on va y arriver. Pour autant, le revenu que l'on tire de l'exploitation, donc le prix du billet, n'est pas une composante majeure des recettes de Martinique Transport. Si on veut garder au transport sa qualité et son attractivité, il ne faut pas que le prix du ticket explose et soit incompatible à la gestion sociale que nous avons du transport public. Donc il faut tenir un prix abordable, intéressant et qui permette aux gens de pouvoir prendre le transport public. Président, si vous avez une conclusion à faire, ça va être laquelle? Sur le transport? D'une manière générale, je n'aurais pas grand-chose à dire. Je dis simplement que nous vivons une période assez troublée, assez difficile. Nous sommes dans des débats, nous sommes sur une situation sociale très tendue. Très tendue. Extrêmement tendue, mais qui a trait au pouvoir d'achat des Martiniquais, à la capacité de vivre décemment une certaine partie de la population. Et beaucoup de nos retraités ne parviennent pas à vivre. Exactement. Ceux qui en ont les moyens vivent comme ils peuvent, mais ceux qui n'en ont pas les moyens se sentent de plus en plus exclus de cette société. Donc il faut qu'on trouve en sagesse, en responsabilité et dans l'échange, la discussion, on en parlait tout à l'heure, les moyens de sortir de cette crise pour offrir du pouvoir d'achat aux personnes les plus humbles de notre pays, y compris les retraités qui ont une retraite quelquefois miséreuse, et surtout avoir une gestion vertueuse, quand je dis vertueuse, morale de la question des prix en Martinique. C'est pourquoi je parle de moralité, pour que l'on ne soit pas dans l'excès et qu'une partie de la population n'ait pas le sentiment qu'ils sont pressurisés, exploités, et qu'on trouve un juste équilibre. C'est vraiment ce que j'appelle de mes voeux, parce que notre pays ne va pas résister à des crises successives. Nous le disons en permanence, nous craignons un décembre 59 en Martinique. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à ça. Il ne faut pas qu'on arrive à ça, et il faut que tout le monde y mette du sien. Il y a un groupe qui a pris l'initiative de ce sursaut, mais il faut que les élus s'emparent de cette situation, et que les décideurs économiques aussi, et que les réponses soient apportées. Il faut que tout le monde ait la même partition. Il faut qu'on ait la même partition. Nous sommes un petit pays avec 500 000 habitants. On revient tout à l'heure à cette idée de l'Indonésie qui a 5 millions d'habitants sur 500 km². Il faut qu'on arrive à s'entendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, que veut-on vraiment pour ce pays? Quelle est la place de chacun dans la construction de ce pays? C'est la vraie question. C'est le moment de vous dire au président, il faut bâtir la Martinique. Et je suis devant bâtir. Je ne vous le fais pas dire. Bâtir le pays Martinique est encore une phrase qui a du sens. Et nous l'avons toujours dit, il faut le faire pour une Martinique autrement. Le Puma. Très bien. En tout cas, merci président. Et puis,
Tout ce qu'on peut vous souhaiter, une très bonne entrée. Je vous remercie. Et puis que, que les débats soient bien mis en place et que surtout que nos élus, nos dirigeants, écoutent la population. Oui, je pense que c'est fondamental. La capacité d'écoute, d'analyse et de compréhension. C'est les deux qui vont. Parce que écouter est une chose, comprendre et traduire par des actes, c'est encore autre chose. Pressé écouter, pas pressé répondre. C'est ça. Merci en tout cas, merci encore. beaucoup. À très bientôt.